vous devez cesser de penser au bien qui dépasse la France. Vous devez, aujourd'hui, c'est la France qui est en danger, vous devez penser à la France. Et puis, vous arrêtez là. Ce qu'on vous raconte sur ce qui se passe dès qu'on a passé le premier pont à Strasbourg, tout le monde s'en fout, c'est la France qui est en danger, c'est pas l'Europe. Ouais. Tout à fait L'Europe, d'accord. c'est une construction qui n'existe pas. Il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'Espagne. Tout ça, c'est des réalités. L'Europe, c'est un concept qui nous a été imposé par des crétins sans culture. Oui. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette édition spéciale. Abonnez-vous pour suivre l'essentiel de l'actu 360. Le sujet du jour est grave et va vous surprendre. Or, ce que dit le président de la République, dans toutes ses réponses, c'est il dit « Si l'Ukraine tombe, l'Europe est finie ». C'est pas forcément vrai. Non, mais c'est vrai, ça se passera parce que l'Europe n'a plus de raison d'être. De toute façon, elle a remontré toute son imbécilité, etc. Donc l'Europe n'a plus aucune raison d'être. Mais un, ça me gêne pas. Et deux, c'est la France qui compte. Il n'a pas été élu président de la République d'Europe. Oui, tout Il à a fait. été élu président de la République de France. Donc, Absolument. son objectif numéro un, ça doit être de préserver la France. L'Europe, honnêtement, j'en ai rien à foutre ce qui arrive à l'Europe. L'Europe institutionnelle, l'Europe... C'est-à-dire que si l'Ukraine perd, il est évident que toutes ces saloperies en Europe, ça ne tiendra pas 5 minutes et que tout va s'écrouler à Bruxelles. Très bien, ça ne me gêne pas. Mais que j'entende le président de la République me dire qu'il faut intervenir parce que l'espèce de dictature imbécile de Bruxelles est en danger à cause de l'Ukraine, c'est pas un intérêt vital de la France. Non, certainement pas. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que partout, tout côté où on le prend, on dit ce type est un danger public, un fou, et on a vu ce que l'obéissance à un fou comme Hitler a amené à l'Allemagne. Et donc il y a des moments où, dans la vie d'une nation, où le rôle des gens les plus éminents, c'est de désobéir, de dire celui qu'on a élu, c'est le roi fou. Comment il s'appelait ? Charles VI, Charles V, oui, celui qui avait épousé Isabeau de Bavière. Oui, il y en avait déjà Il y en a eu des rois quelques-uns fous. d'autres. Oui. On a eu le roi fou. Ça n'a pas été très agréable en France pendant quelques temps. C'est là où on a perdu le plus contre les Anglais d'ailleurs. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a un cas typique, traité par saint Thomas d'Aquin, du roi qui devient fou, du tyran, et qu'il faut éliminer. Et selon vous, quelle position il faut adopter aujourd'hui face à Poutine ? Est-ce qu'il faut lui dire... Mais il faut pas s'occuper de Poutine, c'est le dernier de mon souci. Poutine, j'en ai rien à foutre, le problème il est chez nous. Poutine, il gère la Russie, je m'en fous. Aujourd'hui, celui qui met la France en danger de mort, c'est pas Poutine. non, mais je dis pas que... Il n'y a rien à lui dire, Poutine, démerde-toi, c'est mon problème. Donc c'est-à-dire, on ne doit pas avoir de position diplomatique par rapport à ça ? Ou la position juste de dire... il faut demander des négociations tout le temps. La diplomatie, ça sert à rien, mais il a fermé le Quai d'Orsay, donc on n'a plus de diplomate. Ouais. Mais ça, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, le problème qui se présente, c'est pas Poutine, c'est pas les élections en Allemagne, c'est pas je monte contre foot, tout ça. Il veut engager la France dans un truc qui peut entraîner sa disparition. Sans aucun motif valable. Il n'y a pas de risque pour la France en Ukraine. Oui, je suis bien donc sûr, je monte contre foot, Poutine. Le problème aujourd'hui, ça fait 7 ans que ça dure, c'est ce gars-là. Mais alors justement, par exemple, le cadre de négociation qu'on voudrait engager avec Poutine. On n'a pas à négocier, l'Ukraine n'a qu'à négocier. Ils ont un monsieur Zelensky qui a été élu, d'ailleurs qui a aboli les élections en septembre, qui a aboli les élections présidentielles, qui ne représente que lui-même, qui négocie, ou qui prenne un avion, qui parte où il veuille, avec le fric qu'il a volé. Et puis qui laisse le général d'armée négocier il y a des moments, vous savez, quand mon fils était dans l'armée, il avait été posé une question à son capitaine. C'était lieutenant, hein. Le capitaine avait dit lieutenant, oui, c'est une question intéressante, mais vous savez, c'est une question de lieutenant. Il y a les questions de lieutenant dans l'armée, il y a les questions de capitaine. Donc, comme c'est une question de lieutenant, vous vous en occupez, moi j'en ai rien à foutre. Et aujourd'hui, l'Ukraine, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous a jamais regardé, on n'a jamais rien à voir là-dedans. La France, c'est pas notre problème, d'abord ils sont vachement loin. Donc aujourd'hui, le problème que nous avons en France, c'est pas Poutine, c'est Macron. Alors ça, bien sûr. Donc occupons-nous de Macron, et puis mettons quelqu'un qui est capable de parler un petit peu sans dire des bêtises, ou sans dire le contraire, et puis essayons de voir ce qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, on ne sert à rien.
Il nous a complètement démonétisé vis-à-vis des Russes. Bon, alors qu'il y avait des liens entre les deux peuples qui étaient très anciens, comme le dit très justement, ils ont sauvé la peau 2 ou 3 fois les Russes. Vis-à-vis du monde anglo-saxon, donc on est la risée de tout le monde avec ce type. Donc à quel moment les corps dirigeants de l'État vont-ils dire ça suffit? Justement, je crains que ça n'arrive pas, mais peut-être. Si ça n'arrive pas, à ce moment-là, il nous arrivera ce qui est. Vous savez ce qui va arriver si ça n'arrive pas? C'est que dès que les soldats français seront partis en Ukraine, il y a la Seine-Saint-Denis qui rapille Neuilly. Comme on l'a vu samedi et dimanche, là où ils ont attaqué un commissariat. Ouais. Et on va envoyer qui quand ils auront attaqué le commissariat et qu'on n'aura pas d'armée? La gendarmerie, éventuellement. Vous rigolez? Les pauvres gendarmes, ils sont pas faits pour ça. Vous savez, la guerre civile en ville, la guerre en ville, c'est la pire de toutes les guerres. Ouais, c'est ce que vous disent tous les chefs d'armée. Ils vous disent alors le pire, c'est la guerre dans les zones de ville. Donc, on est en quasi-guerre civile. Pour que vous alliez en guerre contre notre pays, il faut d'abord que le pays soit uni. Vous avez des endroits en France où vous ne pouvez pas y aller. C'est sûr, c'est pas tellement le cas. Ouais. C'est pas normal. Donc, c'est du délire. Ce type est fou comme un lapin. Il faut l'arrêter tout à fait cessante, il faut le mettre à l'asile. Alors je trouve ça intéressant que vous disiez que en gros, on doit pas avoir aujourd'hui, on doit pas avoir de réponse diplomatique vis-à-vis des négociations éventuelles en Ukraine. On doit totalement laisser faire ça. Nous, si vous voulez, les gars, si j'ose dire quand les Américains sont rentrés en Irak, on a refusé d'y aller, non? Oui. Et puis on n'aurait jamais rien négocié là-bas parce qu'il n'y avait rien à dire. Oui, c'est vrai. Là, si vous voulez, vous avez les États-Unis qui rentrent en Irak, vous avez la Russie qui rentre en Ukraine, je vois pas très bien la différence. Si ce n'est que les Irakiens sont pas blonds aux yeux bleus, mais à part ça, je vois pas tellement de différence. Donc on s'est pas occupé de l'Irak. Et tout le monde a félicité M. Chirac pour ça. Ou M. de Villepin. Je vois pas pourquoi on doit s'occuper de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Comment dire? C'est pas, pour moi, ça concerne pas les intérêts français directement. Et c'est justement toute la question de la chose. On n'a rien à voir avec ces gars-là. C'est-à-dire que certains disent, comme c'est sur le continent européen, on a intérêt à y mettre un petit peu notre nez, ne serait-ce que pour voir ce qui s'y passe. Mais si j'ose dire, on ne nous a pas demandé notre avis. Quand les États-Unis ont fait un coup d'État à Maïdan en Ukraine. Ils ont remplacé un président parfaitement élu qui voulait des accords avec la Russie par un président mal élu qui voulait aucun accord avec la Russie. Donc 2014 Maïdan, les États-Unis avec Madame Victoria Nuland, qui était celle qui disait à la diplomatie européenne d'aller se faire foutre. Voilà, c'est qui vient de donner sa démission d'ailleurs, parce qu'elle avait tellement échoué partout depuis qu'elle était à ce poste. C'était le numéro 2 du département des affaires étrangères aux États-Unis. Donc c'est les États-Unis qui ont créé une situation de guerre entre l'Europe, entre la Russie et l'Ukraine. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs Sarkozy nous a ramenés dans le commandement militaire de l'Ukraine. Nous, on était dans l'OTAN, mais on demandait rien, on n'avait rien à voir avec les décisions militaires. Donc encore une fois, c'est une accumulation d'imbécilités qui ont été faites par des gens qui sont soit achetés par les États-Unis, soit complètement idiots. Et pourquoi on devrait continuer? Vous avez envie de partir vous faire casser la guerre en Ukraine? Non, pas particulièrement. Non, vous vous sentez pas porté par le désir de sauver la civilisation européenne? Pas forcément pour le Donbass en tout cas, non. Je pense que c'est pas une nécessité pour le moment. Peut-être plus tard on verra. Parce que vous êtes mobilisé demain matin. Hein. Oui, je sais. Hein. Mais d'ailleurs, mobilisé, ça veut dire quoi? Parce qu'on a il y a combien de gens qui ont votre âge aujourd'hui en France? 500 000, 1 million, 2 millions? Ma génération, c'est 800 000 personnes. Les années 2000. Oui, 800 000 personnes. Bon. Il n'y en a aucun d'entre vous qui sait comment fonctionne un fusil ou tir au pistolet. Non. Puisqu'on n'a plus fait plus de service militaire. Donc, si on se met en guerre, il va falloir vous former pendant 3-4 mois. Ouais. 6 mois. Au moins, oui. Au moins. Mais attendez une seconde, on n'a pas les équipes pour vous former. Puisqu'il n'y a plus, l'armée ne fait plus ça. Oui. Donc,
tout ça est un tissu d'imbécilité. Ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est que ce type qui nous gouverne, c'est... Vous savez, il y avait Hitler dans son bunker quand les Russes étaient en train d'arriver à... Il était là avec, il lui restait les 2 ou 3 généraux qui étaient là, et il disait, il avait des grandes cartes avec, et il bougeait, là, on va amener la 25e division qui va encercler les Russes, etc. Il n'y avait plus de division, il n'y avait plus rien. Donc ce type, il est là, il fait des trucs, on va envoyer la 3e armée de Napoléon. Mais les gars... oui, elle est partie depuis longtemps, la 3e armée de Napoléon. Et puis il y en a qui sont revenus de Moscou. Et donc, mais de quelle armée parles-tu ? De quoi parles-tu ? Qu'est-ce que ça veut dire envoyer des troupes militaires ? Il envoie quelqu'un de militaire pour être certain de transformer une guerre locale en une guerre mondiale ? C'est ça le but ? Alors ça, je sais pas. Et selon vous, qu'est-ce que vous penseriez de l'hypothèse sur laquelle on enverrait uniquement des volontaires ? C'est-à-dire qu'on n'envoie pas les gens qui n'ont pas envie d'y aller, mais ceux qui ont envie d'y aller, ils y vont. Vous savez, les volontaires dans l'armée... Moi, je me souviens, j'ai été dans l'armée pendant un peu de temps, mais enfin, quand même, ça m'a laissé des traces. C'était toujours... lequel d'entre vous parle anglais ? Alors, moi, comme un con, je levais toujours le doigt. Oui, moi, je parle l'anglais. On me disait très bien, allez laver les chiottes. C'est-à-dire que le volontaire dans l'armée, c'est souvent un volontaire qu'on désigne. Je suis pas certain qu'il soit vraiment volontaire. Ouais. Parce que moi, à titre personnel, je connais 2-3 mecs, alors des anciens de l'armée, qui sont allés en Ukraine au début du conflit, vers avril. Ah oui, mais ça, ils sont allés à pied tranquillement en prenant le train eux-mêmes. Ils n'ont pas été amenés par des camions français, ensuite volés dans des avions français, etc. Non. Si un type veut aller se faire casser la gueule en Ukraine, c'est son droit. Alors là, ça me gêne pas du tout. S'il veut aller d'ailleurs du côté russe, ça me gêne pas non plus, je m'en contrefous. Ce que je comprends pas, si vous voulez, c'est cette espèce de délire qui prend les gens. Hein. C'est un conflit qui nous concerne. Mais pas du tout. C'est pas mon ours. J'en ai rien à foutre. Mais rien. Parce que si j'ose dire, vous regardez l'Ukraine, d'abord c'est un faux pays, vous avez tout le sud, c'est des Hongrois, vous avez tout l'ouest, c'est des Polonais, vous avez tout l'est, c'est des Russes, et au milieu, vous avez les Ukrainiens. Bon. Donc, vous vous dites, c'est les Ukrainiens qui sont le petit roquet qui attaque le gros. Bon, vous dites ça va se terminer avec une petite nation croupion qui sera ukrainienne au milieu, et puis les Polonais qui vont reprendre des leurs, là, je crois que ça s'appelle la Galicie ou j'en sais rien. Puis de l'autre côté, vous avez tout le Donbass qui est russe, qui a déjà retourné à la Russie, et puis les Hongrois qui sont très contents de reprendre leurs 500 km qui étaient toujours à eux, qu'on leur avait piqué au moment de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, voilà. Et comme ça, chaque peuple lui vivra chez lui. Moi, je suis plutôt partisan de ça que d'avoir 3 peuples qu'on met ensemble dans un faux pays et qui se mettent sur la gueule toute la journée. Donc, c'est pas mon combat. Mais alors... Et ça le sera jamais. Et c'est pas le combat des démocraties contre les dictatures, parce que quand je vois la démocratie française, ça me fait doucement rigoler. Qu'on me dise pas que l'Europe est une démocratie. L'Europe pour lequel il faut mourir, d'après M. Macron, ça n'a rien de démocratique. Ni le mode de désignation des géants, personne. Donc, c'est pas une démocratie contre une dictature. C'est une technocratie corrompue que toute l'Europe est contre un pays éminemment autoritaire qu'est la Russie. Qu'est-ce que je dois choisir ? J'en sais foutre rien. Parce que je vais pas choisir Bruxelles, je vais pas choisir Madame von der Leyen. Que je suis pas le blanc chevalier qui va laisser sauver Madame von der Leyen, faut pas déconner. Si elle se fait bouffer par le dragon, je dis la pauvre dame. Non, mais c'est surtout, moi j'aime bien l'Europe, mais j'aime pas von der Leyen, donc... Non mais attendez une seconde, si quelqu'un attaquait, je sais pas, l'Allemagne, la Belgique militairement, bien sûr que j'irai. Mais là... C'est pas la même chose, Mais là, ils font pas partie de l'Europe. Ils sont là-bas. C'est le pays le plus corrompu du monde d'après les instances de l'Union soviétique, des Nations Unies. Il n'y a pas plus corrompu que l'Ukraine. Donc, ils ont annulé les élections pour cause de guerre. Ils sont donc en rien démocratiques. Donc, c'est simplement alors parce que Poutine est méchant et que tous ceux que Poutine attaque deviennent automatiquement gentils. Il faut aller les aider. C'est ça l'étendue du raisonnement ? Alors, pour beaucoup de gens, oui, littéralement, oui. Pour beaucoup de gens, c'est ça le raisonnement. Bon, mais bougez pas, si celui qui est attaqué est aussi méchant que celui qui attaque. Bon, oui, bah, ça annule. Non, mais attendez, est-ce que le fait d'attaquer est automatiquement une saloperie ?
Je dirais que ça joue pas en sa faveur, mais enfin dans certains cas ça peut être compréhensible. Dans certains cas, oui, mais nous on peut pas dire qu'on n'a pas attaqué des gens dans notre histoire. Ah non, bien sûr, évidemment. Donc oui, mais tout ça c'est de l'enfantillage. Là, je reviens à ce que j'ai toujours dit. Quand vous êtes dans une situation comme cela, il faut essayer de revenir au logos, c'est-à-dire l'analyse logique de la situation. L'analyse où vous prenez la tête entre les mains, vous essayez de comprendre. Mais aujourd'hui, on est tombé dans il y a longtemps d'ailleurs, on essaye d'empêcher les gens de réfléchir en leur déversant un pathos. C'est affreux, c'est le grand retour de Hitler, et tout, mais c'est simplement un État qui ne veut pas avoir des missiles à 2 ou 3 minutes de sa capitale. Quand il y a eu l'affaire de Cuba avec Kennedy, ils voulu mettre des missiles à Cuba qui auraient été à une demi-heure de Washington. Washington a risqué la guerre mondiale pour pas avoir de missiles à Cuba, non? Et on a tous trouvé ça très bien. C'est exactement ce que fait Poutine. Il veut pas avoir de missiles à une demi-heure de chez lui, quoi. Moi, j'ai compris quand les Américains gueulaient quand l'autre mettait des missiles à Cuba. Alors à ce moment-là, si j'ai compris en 56, pourquoi je refuse aujourd'hui? Quelle est la différence entre les deux? Il n'y a pas vraiment de différence dans les faits. Simplement, je me pose la question, si c'est ça l'argument, le problème c'est qu'il faut aussi du coup enlever toutes les bases militaires américaines dans les pays baltes. Ils vont s'en aller, vous inquiétez pas. Ils ont plutôt à les payer, les Américains. Ils sont ruinés. Et d'ailleurs, Trump, dans tous ses discours, c'est ce qu'il dit. Moi, l'Europe, je la défends plus. Ils ont de quoi se payer. Non, c'est pas tout à fait ce qu'il dit. Il dit qu'il faut que les pays européens augmentent leur budget militaire pour. Oui, mais il dit que lui, il paiera plus. Oui. Et comme il paye 80% de l'OTAN, ça va être vite fait. Hein. Oui. Donc, si vous voulez, comme je l'ai dit 20 fois, ici, il y a 3 dépenses dans le budget américain. Vous avez la sécurité sociale, le service de la dette et l'armée. Bon, aujourd'hui, les États-Unis ont un déficit de 7% du PIB, ce qui est monstrueux. auquel il faut ajouter un déficit de 3-4% du commerce extérieur, ce qui est encore plus monstrueux, donc ils sont à 10% d'endettement par an, ce qui est gigantesque. En principe, c'est là que le FMI intervient. Donc je ne sais pas qui va être élu aux États-Unis, mais il va y avoir une crise du marché obligataire immense. Donc il va falloir couper des dépenses. Et la seule qu'on va couper, c'est la dépense militaire, qui est de 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. Oui, je crois que c'est ça. Ouais, je crois même un peu plus, 1200 milliards. 1200 milliards, bon. Parce qu'ils ne vont pas couper le service de la dette, ils peuvent pas couper la sécu. Bon. Et donc, les États-Unis, qui ont 900 bases dans le monde, on se demande d'ailleurs pourquoi ils ont 900 bases dans le monde, alors je crois que la Russie en a 4 ou 5. Celui qui agresse les autres pays, c'est les États-Unis depuis 20 ans, faut pas déconner. Ah oui, mais alors, justement, je voudrais un peu nuancer ce discours, mais on peut avoir une discussion là-dessus. C'est-à-dire que par exemple, si les pays baltes, à tort ou à raison d'ailleurs, se sentent potentiellement menacés par la Russie. Mais ils sont dans l'OTAN. Si la Russie va pas attaquer un pays balte alors qu'il est dans l'OTAN, parce qu'il déclenche une guerre mondiale. Oui, non, mais bien sûr. Par contre, ils peuvent essayer d'expliquer aux pays baltes. Justement, ils devraient être un peu plus gentils. Mais est-ce que les pays baltes auraient dû ou pas rentrer dans l'OTAN? Parce que ça, c'est c'est fait. Alors une discussion du début des maintenant c'est fini. Puis il y a les Suédois qui sont rentrés dans l'OTAN aussi. Et puis il y a les Finlandais. Donc maintenant, à mon avis, c'était une erreur de leur part. Mais enfin, ça, c'est leur diplomatie, c'est pas la mienne. Et encore une fois, si vous voulez, dès le moment où un des pays de l'OTAN est attaqué par la Russie, boum, les États-Unis sont dedans. C'est bien pour ça que la Russie attaquera pas. Ils vont l'attaquer. Par contre, ce qui serait rigolo, ça me ferait pas rire, mais enfin, c'est que la Turquie qui est dans l'OTAN attaque un autre pays de l'OTAN, comme la Grèce. Oui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben ça, c'est une bonne question. Parce que les deux sont dans l'OTAN. Oui, bien sûr. En prétendant qu'ils ont été attaqués par la Grèce. Hein. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est ça la question importante. Oui, non mais vous avez tout à fait raison. Ce qui va se passer entre la Russie et les pays baltes, je sais, c'est prévu par les traités, donc personne ne va les voir. Oui. Mais s'il y a un couillon en Grèce qui décide qu'il va... Vous savez, les îles grecques, elles sont à 10 km
Oui, des côtes turques de l'Anatolie. Ouais. Donc on peut mettre quelques provocateurs qui vont créer des incidents dans une ville. Ouais. Et à ce moment-là, la Turquie dit que la Grèce est en train de nous attaquer, ce qu'elle a souvent fait. Si vous voulez, on dit, si on connaît un peu son histoire, dans les années 20, la Grèce avait attaqué la Turquie pour essayer de reprendre Constantinople. Ils ont pris une branlée, et puis tous les Grecs d'Asie mineure ont été virés. Hein. Mm-hmm. Bon, c'était un des grands. Oui, tout à fait. Il y avait une partie de la Grèce qui était sur les côtes actuelles de la Turquie. Mais non, mais bougez pas. Les Grecs étaient la Turquie jusqu'à l'arrivée des Turcs. Donc vous aviez Smyrne, tout ça, qui étaient des villes grecques partout. Il y avait des centaines de milliers de Grecs en Turquie, puis ils ont tous été virés en 1920. Pendant que les Turcs viraient aussi les Arméniens, donc ils viraient les chrétiens. Et donc, Kemal Atatürk a défait les forces grecques, et d'ailleurs il y avait des Français et des Anglais avec eux. Je ne sais pas si les Anglais, enfin il y avait des Français. Et donc, essayons de réfléchir une seconde maintenant, s'il y a un pays de l'OTAN comme la Turquie, qui a l'armée la plus puissante en Europe de loin, à part la Russie, décide d'attaquer aller Chypre pour reprendre notre moitié. Ouais, c'est une possibilité. D'ailleurs, pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose pour. Non, mais Chypre, attendez, du point de vue diplomatique. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va pas ? Puisque c'est un pays de l'OTAN contre un autre pays de l'OTAN, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais. Bah là, à mon avis, la réponse de l'OTAN, elle est pas claire. Je pense que l'Europe. Donc ça peut arriver. Ah oui, si la réponse de l'OTAN n'est pas claire, ça veut dire que c'est quelque chose que Erdogan peut penser. Ouais, tout à fait, absolument. Et d'ailleurs, il y a déjà eu ces dernières années des provocations par rapport aux îles grecques. D'ailleurs, les Turcs avaient mis en visée, c'était un truc maritime, c'est-à-dire que 2 ou 3 des frégates françaises qui étaient du côté de la Grèce, quoi. Ouais, tout à fait. Donc ça veut dire qu'ils avaient prévenu la marine française qu'ils pouvaient les descendre. Ouais. Donc on a... Ce qui me sidère avec ces gens à Bruxelles et notre président, c'est leur complète ignorance du monde, de son histoire, de sa géographie, Ils sont juste nullissimes. Et ils font des grands effets de théâtre comme s'ils étaient Cyrano de Bergerac à la Comédie Française. C'est à pleurer. Ce qui me perturbe le plus, c'est que, selon moi, ils ont une vision du monde telle qu'ils voudraient qu'il soit, et ils ne font pas forcément la différence avec le monde tel qu'il est réellement. C'est-à-dire que le principe des réalités, finalement, est assez secondaire, et je veux que le monde soit comme ça, je veux que la Russie soit une démocratie sans Vladimir Poutine, et donc je vais tout faire pour que ça soit le cas, et donc on va tout faire pour provoquer la Russie, pour la pousser dans ses retranchements, pour qu'elle aille attaquer je sais pas quel pays, et que à la fin, avec la force de l'amitié et de la démocratie entre pays européens et avec les États-Unis, on aille finlandiser en quelque sorte la Russie. Sauf que je suis pas sûr que toutes les étapes intermédiaires en fait mènent à l'étape finale, et que ce soit un parcours tout à fait souhaitable. C'était le projet au départ de cette andouille de Victoria Nuland là. C'était justement de casser la Russie en 5 ou 6 pays, de faire des... Oui, tout à fait. Et que BlackRock puisse acheter toutes les terres agricoles de Russie, etc. Mais ça a raté, ce coup-là. Donc maintenant, comme ça a raté... Mais ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est que cette façon de démanteler la Russie, c'était un projet des États-Unis. De se débarrasser de Poutine, c'était un projet des États-Unis. Maintenant que c'est à l'évidence en train d'échouer, pourquoi ça devient le projet de la France ? Alors justement, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a gagné dans ce coup-là, nous ? Alors précisément, c'est aussi ce qui me fait un peu peur, c'est que, à mon avis, il y a toute une partie de la réponse diplomatique européenne, et notamment celle d'Emmanuel Macron, qui est une sorte de
réaction avant que ça n'arrive de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent, ok, Trump il va arriver, le conflit a priori va sans doute s'arrêter parce que Trump, ce qu'il voudrait, c'est négocier avec Poutine, dire que voilà. Ce qui va se passer, c'est que les Russes vont prendre Odessa cet été, dès qu'ils pourront bouger à nouveau quand les pluies seront arrêtées, et puis il restera à négocier le petit croupion de terre sans accès à la mer qu'on donnera à l'Ukraine. Et puis ça sera fini, quoi. Il n'y aura rien à négocier. Parce que plus on attend pour négocier, moins on peut négocier quoi que ce soit. C'est-à-dire que les Russes, une fois qu'ils auront pris Odessa, ils diront, vous savez quoi, bah écoutez, nous maintenant si les gars veulent sortir leur blé, etc., ils passent par nous. Sinon, ils sortent rien, ils crèvent tranquille. Donc, ce que je comprends pas, c'est que vous négociez quand vous êtes en position de force. Oui. Mais quand vous êtes en position de faiblesse, vous négociez sur des positions... Vous pouvez pas négocier sur des positions intangibles. Vous négociez en essayant de limiter les dégâts. Donc aujourd'hui, on a la période négocier pour limiter les dégâts, et pas du tout. On arrive en disant, on va vous montrer ce qu'on va vous montrer. On va vous envoyer la Légion. J'ai un grand moment de solitude. Hein. Oui, mais moi j'ai plus confiance en Donald Trump pour négocier un truc qu'en Emmanuel Macron. Vous savez, c'est possible, et il est tout à fait possible que Donald Trump dise, vous savez, ces trucs avec les Européens, ça m'emmerde. Ils sont des alliés, on peut pas leur faire confiance. Ils arrêtent pas de nous trahir, nous tirer dans le dos, etc. Et ben, ce qu'on va faire, c'est que on va rentrer chez nous, puis on va faire la forteresse américaine, puis on les laisse se démerder tout seuls. On a essayé de les aider pendant un siècle, on a pris de guerre, on a perdu des centaines de milliers de soldats, donc ça vous fait rien. Maintenant, les Européens, vous démerdez tout seuls. C'est la réaction logique. On s'occupera vaguement du Pacifique, parce que là, on a des intérêts, puis on a Hawaï, et puis on a les îles et tout. Mais en Europe, on va rester copains avec l'Angleterre, mais c'est tout ce qu'on a besoin de faire, quoi. Donc, si vous voulez, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette administration française aujourd'hui, et tous ces gens en Europe, à Bruxelles, vous avez mentionné le principe de réalité, mais il y a aussi quelque chose qui est tout à fait important, c'est comment vous interprétez les retours d'informations. C'est-à-dire que vous attendez quelque chose, il arrive exactement le contraire. Et donc, si vous êtes un type intelligent, vous changez votre façon d'analyser le monde, parce que les informations qui vous viennent ne sont pas du tout les mêmes. Or, toutes les échos que j'ai de ce qui se passe à l'Élysée, etc., c'est que celui qui a une information différente, on lui dit surtout, tu ne l'amènes pas au président. Sinon, ta carrière est finie. Ce type ne veut écouter que les infos qui vont dans son sens, quoi. Que les infos qui vont dans son sens, et on lui dit, mais c'est pas comme ça que ça se passe, vous êtes viré. Donc, on a... Je cherche un exemple dans l'histoire d'un souverain qui aurait amené à la destruction de son pays si les empereurs à Constantinople, là, qui étaient, les gens discutaient du sexe des anges pendant que les Turcs étaient en train de monter sur les remparts, quoi. C'est ça, c'est à peu près ce qui est en train d'arriver. C'est un pays... C'est-à-dire que ce que j'essaye de dire, c'est ça. Il y avait un historien anglais qui s'appelait Toynbee, qui était tout à fait remarquable, j'en ai souvent parlé, qui a écrit Study of History, c'est-à-dire l'histoire en français. C'est un livre remarquable que vous pouvez acheter, qui fait 1000 pages, qui est pas facile à lire. Et l'une de ses thèses, c'est que le rôle des élites dans un pays, c'est de répondre aux défis qui se posent au pays. Si le défi qui se pose n'est pas traité, à ce moment-là, vous avez une crise. Et on va trouver des façons de la cacher, etc. Mais si elle n'est pas traitée, si elle est juste, si on a essayé de la mettre sous le tapis, elle reviendra d'une autre forme, puis elle reviendra d'une autre forme. Et à la fin, il y a 3 choses qui peuvent se passer, toujours d'après Toynbee. Soit avoir un changement de régime politique. Oui. Bon. Ce qu'on peut espérer de mieux. Oui. Soit la disparition de la nation, qui a suivi ce genre de politique. Et le pire, c'est le changement de civilisation. C'est ce qui est arrivé, par exemple, tout le Moyen-Orient grec, quand les musulmans sont arrivés. Bon, 2 siècles après, il n'y avait plus rien de grec, quoi. La civilisation avait disparu. C'est ce qui est arrivé aux Indiens d'Amérique qui se sont retrouvés, enfin d'Amérique latine, qui se sont retrouvés d'un seul coup devenus chrétiens, boum. Donc vous savez, la civilisation disparaît. Et donc nous, ça fait 40 ans qu'on traite le mauvais problème.
Donc on a le changement de civilisation qui peut arriver avec l'immigration, par exemple. On peut avoir un changement de gouvernement parce qu'il y a une défaite militaire sanglante. Et la réponse qu'on apporte, c'est toujours plus de Bruxelles. Ça a été la réponse à toutes les crises. Et elle ne marche pas. Donc on est dans le cas typique de Toynbee d'une crise qui n'est pas traitée, qui réapparaît sous différentes formes, militaire, l'ordre public avec le commissariat agressé là, à la Courneuve ou je sais pas quoi. On ne traite pas cette crise, et donc il va y avoir soit un changement de régime, soit la disparition de la nation, soit la disparition de la civilisation. Voilà, c'est les trois trucs. Et vous remarquerez d'ailleurs que plus on ne traite pas cette crise, plus elle revient plus forte. Plus elle revient à chaque fois plus forte. De manière sporadique. Et dès qu'elle revient, le gouvernement parle systématiquement d'autre chose. Ou il va dire c'est Bruxelles qui doit s'en occuper. C'est-à-dire qu'il botte en touche et il parle d'autre chose. Ouais. On va parler du sexe de Madame... Bah là, dernièrement, on parle... oui, alors on parle du sexe effectivement de Madame Macron. Tout le monde se contrefout. On parle de la discrimination pour casse capillaire, on parle de l'aide à mourir. On met l'avortement dans la Constitution. Voilà, ça me fout. Gabriel Attal, j'ai pas du tout compris ce truc-là, parle d'instaurer la semaine de 4 jours pour les parents divorcés. Voilà, donc on institue une différence de traitement selon si vous êtes divorcé ou pas. REF, c'est que les taux de change, le taux de change, c'est l'égout collecteur des droits non gagnés. Donc on donne des droits non gagnés. Et autrefois, si on avait donné tous ces droits, notre monnaie serait écroulée, puis on en serait reparti du bon pied, quoi. Mais aujourd'hui, on ne peut plus s'écrouler puisqu'on est dans l'euro. Donc ce qu'on fait, c'est que c'est notre déficit budgétaire qui explose. Ouais. Donc on continue à imprimer de l'argent pour servir tous ces droits non gagnés. Tout à fait. Mais quelque part, d'après mes calculs, ça va s'arrêter cette année. 400 milliards, ça passe pas. Enfin, je peux me tromper. Sauf si la Banque centrale l'achète. Ouais. À ce moment-là, l'euro va à 0,50. Ouais. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une espèce d'élite qui a été formée par cette nécessité de l'Europe, qui a interdit à tous ceux qui n'avaient pas cette opinion d'approcher du pouvoir. Ils les ont virés les uns après les autres, depuis Philippe Seguin jusqu'à Henri Guénaud, j'en sais rien, ils ont tous été virés. Bon. Et maintenant, ils se retrouvent tout seuls là-haut. Ils n'ont pas de solution alternative. Et la seule, comme tous les gens nuls, comme les colonels grecs quand ils ont attaqué Chypre, comme les généraux argentins quand ils ont attaqué les Maldives, là, ils se disent la guerre, c'est peut-être une solution. Ouais. Oui, c'est la solution du crétin. Oui, oui. C'est vrai et en général, ils choisissent la solution du crétin. Et d'ailleurs, la solution qui n'en est pas une. C'est intéressant parce que justement, il y a eu une enquête d'opinion récente d'Ipsos sur l'attachement des Français à l'Union européenne. Et en gros, c'est assez ambigu, c'est-à-dire que il y a. Je suis sûr que les questions l'étaient. Hein. Oui, mais c'est-à-dire que, par exemple, il y a une question en particulier que j'ai trouvée intéressante. Si on annonçait demain que l'Union européenne est abandonnée, éprouveriez-vous de grands regrets, de l'indifférence ou un vif soulagement? Et alors, il y a quasiment une majorité, 47% des Français, qui disent qu'ils éprouveraient de grands regrets, et donc 53% des gens qui éprouveraient soit de l'indifférence, soit un vif soulagement. À peu près moite-moite pour le reste. Mais ça veut dire qu'il y a 53% des Français qui trouvent que l'Europe, c'est pas une bonne idée. Mais alors justement, c'est très ambigu parce que en gros, ils ont pas envie, cette majorité-là n'a pas forcément envie de sortir de l'Europe, mais pour autant, si elle s'écroulait, ils s'en foutraient un peu, quoi. Ça veut dire que donc il doit y en avoir 23 ou 25 ou 27% qui disent oui, l'Europe ça m'emmerde, un vif soulagement, ouais. Et les autres qui disent qui savent pas trop où ils habitent. Non, c'est pas ça. S'ils regardent, ils disent non, mais je vais dire que dans le fond, ça m'est égal. Mais en fait, il est dans le premier camp. Oui, non. Ils ont peur de se faire gronder s'ils disent qu'ils sont dans le premier camp parce qu'on sait jamais, on pourrait les dénoncer à leur patron. Non, mais c'est-à-dire que je pense qu'ils ont. Le problème avec l'Union européenne, c'est que forcément, pour les indifférents, c'est toujours le statu quo qui prime. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans l'Union européenne, forcément, ils vont préférer peut-être ne pas y aller. Et si vous y êtes, ils vont peut-être préférer ne pas en sortir. Mais si elle s'effondre par elle-même, si on l'abandonne en fait par sa condition ontologique, en fait, ils éprouveraient de l'indifférence. Effectivement, c'est 30% des Français qui seraient totalement indifférents à l'abandon de l'Union européenne. Moi, ce que j'aimerais, c'est que bien entendu, on reprenne toutes nos souverainetés qui nous ont été volées avec
avec l'assentiment de notre classe politique. Et peut-être, si jamais on réussit à reprendre nos souverainetés, qu'on juge un certain nombre de gens qui nous ont amenés dans cette impasse mortifère. Parce que il y a quand même des gens qui ont fait des choses, comme par exemple Sarkozy, d'imposer le traité de Lisbonne alors que les Français votaient contre. Ça s'appelle une forfaiture. Donc, si vous voulez, quand un régime qui a été impopulaire, a fait des choses impopulaires, etc., il n'est pas mauvais qu'à la fin, il y a une espèce de... qu'on tire une espèce de sanction juridique. Le procès de Nuremberg, allez. Il n'a pas tué autant de monde, mais quand même. Nous pouvons déjà les juger à l'aune de la Constitution française, oui. Qui dit que déjà on doit défendre la souveraineté du pays. Déjà, mais ils l'ont pas défendu, ils l'ont vendu. Et donc, déjà, dans un premier temps, si on pouvait ne serait-ce que les foutre dehors, ce serait déjà une bonne chose. Si peut-être, effectivement, on peut les mettre devant un tribunal dans un second temps, pourquoi pas. Mais je pense que l'urgence absolue, c'est effectivement de les foutre dehors. Si je devais résumer je n'ai pas le moindre doute qu'il y a deux dangers qui sont présents aujourd'hui pour la France. Le premier, c'est Poutine. Le deuxième, c'est Madame von der Leyen. Et que Madame von der Leyen est infiniment plus dangereuse pour la France que Monsieur Poutine. Oui, parce que... Pour moi, ça fait absolument aucun doute. Ça ne veut pas dire que j'aime Poutine, ça veut simplement dire que je sais ce que Mme von der Leyen veut faire, et que c'est une abomination. Non, c'est sûr. C'est de la trahison. Poutine n'est absolument pas une menace existentielle pour le pays. Alors que von der Leyen pas. Alors que von der Leyen, c'est une sorte... c'est pire parce que on nous la présente comme une amie, c'est une fausse amie, voire c'est une ennemie de l'intérieur. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'Europe de von der Leyen, c'est effectivement... Et c'est une menace pour l'Allemagne, et c'est une Allemagne pour l'Italie. Elle n'est pas une menace pour la France, elle est une menace pour notre civilisation d'Europe. Absolument, je suis absolument d'accord. C'est une menace pour toute l'Europe, en fait. Donc j'aimerais que tous ces hommes politiques et tous ces journalistes qui me donnent des cours de morale parlent un peu plus de la menace von der Leyen et un peu moins de la menace Poutine. Oui, effectivement. Pour l'instant, c'est pas gagné, mais espérons qu'on puisse y arriver. C'est que Poutine paye pas assez. C'est tout l'enjeu aussi des élections européennes à venir, forcément. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aller voter. C'est pour ça qu'il faut aller voter, sauf éventuellement les boomers. C'est ce les boomers, vous n'êtes pas obligés. Vous n'êtes pas obligés. D'ailleurs, justement, pour revenir sur cette question, parce que sur la question là, par rapport à l'effondrement, enfin l'abandon de l'Union européenne, j'ai les statistiques aussi par âge, et c'est les 70 ans et plus qui seraient le plus, qui éprouveraient le plus de regrets par rapport à l'abandon de l'Union européenne. Donc ça confirme ce que vous avez dit la dernière fois. Ils sont 56%. Si vous avez plus de 70 ans, rendez-nous service. Rendez service à vos enfants, aux petits-enfants, etc. N'allez pas voter. Je pense qu'une bonne chose à faire pour les retraités, surtout s'ils sont pas vraiment extrêmement politisés, très conscients politiquement de ce qui se passe dans le pays, parce qu'il y en a beaucoup qui se basent un peu sur des on-dit, sur des racontars et tout, et qui sont pas vraiment connectés. Le journal d'1 heure de TF1. Et voilà, exactement, s'ils regardent juste le journal d'1 heure de TF1, j'ai envie de dire, le meilleur service que vous puissiez rendre à la nation, c'est de laisser vos enfants voter pour vous. Voilà. Je Absolument. Et encore mieux vos petits-enfants. Voilà, encore mieux vos petits-enfants, effectivement. Parce que, encore une fois, selon ce sondage, c'est les classes d'âge les plus actives, en gros de 25 à 69 ans, qui sont le plus, qui auraient le plus de soulagement, hein, si on abandonnait l'Union européenne. Encore une fois, tous les sondages par rapport à ces classes d'âge sont assez clairs par rapport à ce que ces générations-là pensent, et visiblement, elles pensent mieux que les retraités, en tout cas que la plupart d'entre eux. Évidemment, je sais qu'il y a plein de retraités qui nous regardent et qui sont d'accord avec nous. On vous en veut pas, mais simplement vous devez cesser de penser au bien qui dépasse la France. Vous devez, aujourd'hui, c'est la France qui est en danger, vous devez penser à la France. Et puis vous arrêtez là. Ce qu'on vous raconte sur ce qui se passe dès qu'on a passé le premier pont à Strasbourg, tout le monde s'en fout, c'est la France qui est en danger, c'est pas l'Europe. Ouais, tout à L'Europe, fait d'accord. c'est une construction qui n'existe pas. Il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, tout ça c'est des réalités. L'Europe, c'est un concept qui nous a été imposé par des crétins sans culture. Oui. Vous devez cesser de penser au bien
qui dépasse la France. Vous devez, aujourd'hui, c'est la France qui est en danger, vous devez penser à la France. Et puis, vous arrêtez là. Ce qu'on vous raconte sur ce qui se passe dès qu'on a passé le premier pont à Strasbourg, tout le monde s'en fout, c'est la France qui est en danger, c'est pas l'Europe. Ouais. L'Europe, c'est une construction qui n'existe pas. Il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'Espagne. Tout ça, c'est des réalités. L'Europe, c'est un concept qui nous a été imposé par des crétins sans culture. Oui.